Bonjour, ici PN Théorie pour la 5e émission qui normalement sera la dernière de cette série sur l'amour de soi. Alors, on a passé en revue pas mal d'aspects de l'amour de soi, je ne vais pas revenir en détail dessus, vous pouvez vous référer à toutes les émissions. Donc le corps, retrouver sa mère intérieure, en gros. Et puis, comment on fait pour s'aimer soi-même. Alors, j'ai eu des questions parce que j'ai pris un petit peu de temps entre la 4e et la 5e émission. Et j'ai pris le temps de réfléchir pour pouvoir vous répondre à toutes les questions que vous avez posées dans les commentaires. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes, mais enfin, je vais essayer. Alors, il y avait une question qui était comment est-ce qu'on sait qu'on s'aime, comment est-ce qu'on sait si on s'aime soi-même? Alors, c'est une bonne question et je vais essayer de répondre. Alors, comment est-ce qu'on sait si on s'aime soi-même? Déjà, on peut voir si on a des signes qu'on ne s'aime pas soi-même. Parce que si on a ces signes, ça veut dire qu'on ne s'aime pas. Alors, il n'est pas utile d'aller chercher comment est-ce qu'on s'aime soi-même. Vous voyez, de même qu'on va se poser la question, par exemple, ou au contraire, je veux dire, où on va se poser la question sur comment est-ce qu'on aime telle personne. Et puis, comme par exemple, une relation amoureuse, on aura aimé telle personne d'une manière, et puis telle autre d'une autre. Ou un enfant, on va l'aimer d'une manière et d'une autre, parce qu'on aime suivant les aspects que nous donne comment est l'autre en fait. Et donc, en fonction de comment il est, on l'aimera pour ce qu'il est, donc comme il aimera de telle et telle manière. Mais pour l'amour de soi, c'est différent. On n'a pas à aller chercher comment on s'aime, parce que c'est soit on s'aime, soit on s'aime pas. Alors après, il y a différents degrés pour justement arriver à trouver cet amour de soi lorsqu'on ne l'a pas ou lorsqu'on l'a perdu. En fait, c'est par palier. Il peut y avoir plusieurs paliers pour arriver à s'aimer soi-même, c'est ce que je veux dire. Alors donc, je reviens à comment est-ce qu'on sait qu'on s'aime soi-même. Eh bien, lorsqu'on n'a aucun signe qu'on ne s'aime pas. Alors, comment on sait qu'on ne s'aime pas? Eh bien, quand on se respecte pas, c'est-à-dire quand on ne respecte pas son corps. Alors, ça peut être par exemple si on lui donne trop à manger, ou pas assez si on l'affame, si on lui impose un rythme de travail trop important ou trop d'activités non-stop et qu'on lui fait subir des traumatismes, je pense aux personnes qui font de la scarification, vous savez, qui se mutilent, des choses comme ça. Donc ça, évidemment, c'est la maltraitance, l'auto-maltraitance, ça montre qu'on ne s'aime pas, qu'il y a un gros problème au niveau de l'amour de soi. Donc, ça peut être parce qu'on est maltraitant donc au niveau du corps et au niveau de l'esprit et du cœur, par exemple, en restant avec quelqu'un qu'on n'aime pas, amoureusement, dans une situation amicale qui nous déplaît, dont on n'aime pas tous les aspects, mais dans laquelle on se laisse entraîner, une relation amicale, amoureuse, familiale, dans laquelle on se laisse entraîner, en fait, de manière passive, c'est-à-dire on se laisse parce que quelquefois, il y a quelque chose qui nous intéresse, mais la plupart du temps, soit on s'ennuie, soit on est mal à l'aise, et on n'ose trop rien dire parce que l'autre semble savoir ce qu'il veut, ou on ne veut pas le vexer. Mais en fait, on se maltraite parce qu'on se sent très mal,
Donc vous le savez, ça, lorsque vous vous sentez très mal, une fois chez vous, ou lorsque vous vous dites ah j'aurais dû lui dire stop, j'aurais dû lui dire non, j'ai pas envie de sortir tel jour parce que cette personne vous propose de le faire par exemple, bah là en fait vous allez contre vous-même, vous voyez, pour faire plaisir à quelqu'un par exemple, ou parce que vous n'osez pas dire non, parce qu'à ce moment-là l'autre personne a une emprise sur vous, même si c'est pas une relation importante dans votre vie, si ce sont juste des collègues ou un voisin, etc. Si vous ne savez pas dire non, c'est déjà que vous ne vous respectez pas, parce que vous n'osez pas dire à l'autre stop, non. Vous n'osez pas donner vos limites. Donc s'il y a un malaise par rapport à ça, généralement il y a un malaise lorsqu'on ne laisse pas aux autres des limites, ou lorsqu'on est trop gentil, par exemple, qu'on dira oui à tout. Vous voyez, ce genre de choses. Ben, ça prouve qu'on ne se respecte pas. Et donc qu'on ne s'aime pas. Quand on s'aime soi-même, on donne des limites aux autres pour ne pas se laisser envahir, ou pour ne pas perdre de vue nos priorités, par exemple, lorsqu'on a des rendez-vous, que c'est notre priorité, ou lorsqu'on a décidé de se reposer tel jour, eh bien, si l'autre nous dit allez, allez, elle nous oblige, allez, tu viens, etc. Mais non, si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Ou alors on sait que tel rendez-vous, telle sortie, va plutôt nous barber parce qu'on est mal à l'aise, ou parce qu'ils vont parler de sujets qui ne nous intéressent pas, ou des choses comme ça. Il vaut mieux le dire carrément. Donc si on reste dans des relations comme ça, soit de manière épisodique, de manière régulière, de manière depuis très longtemps, parce que la relation a toujours été comme ça avec ces personnes et qu'on n'ose pas s'imposer autrement, qu'on se dit que la personne va trouver bizarre qu'on change de comportement tout d'un coup, on est enfermé dans des schémas en fait, dans des façons d'être, mais des choses qui ne nous conviennent pas. Voilà, lorsque ce sont des choses qui ne nous conviennent pas, où on se sent mal à l'aise, eh bien c'est qu'on ne s'aime pas. Alors quelquefois, on est tellement habitué à un comportement comme ça, à se faire maltraiter par les autres, parce qu'on ne s'aime pas, qu'on ne se rend même pas compte qu'on est mal à l'aise. Ça arrive. C'est-à-dire que on va même, fermer les yeux, ne pas vouloir voir qu'on est mal à l'aise. C'est le comble quand même, hein. Ça veut dire que vraiment, là, à ce moment-là, dans ces cas-là, c'est le corps qui va parler pour nous, qui va trouver un moyen, par exemple, d'avoir un accident le jour J où on doit aller à un rendez-vous auquel on n'a pas du tout envie d'aller. Voilà, donc en fait, il arrive même qu'on ferme les yeux, et que si quelqu'un nous dit bon allez, on voit bien que t'as pas envie d'aller là, et qu'un de nos meilleurs amis ou nos proches nous disent mais enfin, tu vois très bien que t'as pas envie d'y aller, pourquoi est-ce que tu ne le dis pas? Et qu'on répond ah mais non, pas du tout, pourquoi tu dis ça? Non, 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 ils ont l'air sympas, j'ai vraiment envie d'y aller, etc. Vous voyez, quand on ne veut même pas voir qu'on est mal à l'aise, c'est que là, on s'aime vraiment pas, et qu'en plus, on est complaisant envers soi-même, c'est-à-dire qu'on ne veut même pas voir les choses. Donc là, c'est quand même, on en est à un point où vraiment, non seulement il y a du non-amour de soi, mais en plus, on ne veut pas voir qu'on ne s'aime pas. Donc on ne pourra pas évidemment évoluer, puisque on ne veut pas ouvrir les yeux. Voilà, donc on s'aime soi-même, on a acquis en tout cas un amour de soi solide, sécurisant, lorsque est sain, c'est-à-dire qu'il n'est pas narcissique, c'est pas un amour. Donc je rappelle qu'il y a une différence entre le narcissisme et l'amour de soi, puisque le narcissisme, c'est l'amour de son ego, de son image, soit de son corps, donc son image corporelle, ou alors de son image sociale, de son statut, de sa fonction sociale, ou alors de
de l'aspect financier des choses, c'est-à-dire on a l'impression que l'on vaut son salaire, par exemple, pour les gens ou alors la notoriété qu'on a, c'est-à-dire qu'on se fourvoie dans des illusions d'image de soi qui ne sont que les apparences. Donc là, on est dans le narcissisme. Ce sont les personnes qui aiment justement uniquement ces aspects-là d'eux-mêmes, dont les pervers narcissiques, d'où leur nom de pervers narcissique. Bon, il y a de la perversion, mais pour l'aspect narcissique. Mais l'amour de soi, c'est pas ça. C'est s'aimer à l'intérieur, aimer la personne que l'on est. Et souvent, il y a une faille narcissique justement quand on n'a pas d'amour de soi. Donc généralement, c'est une conquête, c'est une quête et une conquête d'arriver à s'aimer soi-même lorsqu'on ne s'est jamais aimé et que justement on a trop aimé les autres. Parce que le fait de trop aimer les autres, notamment dans les relations amoureuses, c'est justement un signe qu'on ne s'aime pas. Parce que généralement, comme je l'ai dit dans l'émission numéro 3, on se jette dans ces relations à cœur perdu parce qu'on cherche en l'autre une manière de se réparer, inconsciemment évidemment, parce qu'on ne sait pas qu'on ne s'aime pas. Et on aime l'autre comme on aurait voulu qu'il nous aime, parce qu'on ne s'aime pas soi-même. Alors qu'on n'a pas compris en fait qu'il fallait d'abord s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres comme il faut, parce qu'à ce moment-là, cet amour qu'on a pour eux, il est exclusif, il est même, trop exigeant. Il est trop dans tous les aspects du terme. Et donc on devient exigeant dans ce genre de relation, et donc on peut même être toxique pour des personnes, donc là je suis dans une parenthèse, pour les personnes qui nous aiment d'une manière saine. Donc quand le lien est sain, c'est-à-dire que on va être trop exigeant avec ces personnes, on risque de leur demander trop ou de se sentir malheureux dans la relation, et l'autre sera malheureux de ne pas pouvoir nous rendre heureux ou heureuses, parce que justement on veut l'absolu, on veut tout de l'autre. Or c'est impossible, parce que on a tous nos propres limites, comme je le disais et je le rappelle donc dans l'émission 3. Et donc l'autre, il ne peut nous aimer que dans les limites de ce qu'il est capable de donner comme amour. C'est pas qu'il sera pas capable de donner, de donner assez, c'est juste que l'amour humain pour un autre, il a forcément des limites. Comme nous, on doit avoir des limites dans notre amour de l'autre. On doit. Je voulais pas dire on doit, mais on est obligé de mettre des limites parce que la personne que l'on doit aimer d'abord, c'est nous-mêmes. Et non pas d'une manière narcissique, mais parce que dans cet amour de soi, il y a l'amour du grand tout, l'amour divin, l'amour du monde, etc. C'est de cette manière-là qu'on doit s'aimer. On doit s'aimer en tant qu'on doit s'aimer. Oui, alors n'allez pas voir dans le verbe devoir une imposition, une contrainte. C'est juste que l'on devrait, je veux dire, dans l'idéal. Voilà, c'est plutôt ça, d'accord ? Donc on doit s'aimer dans l'idéal. Cette quête d'amour de soi, c'est pour aimer le monde. On est dans cet amour-là, vous voyez, l'amour pour le monde, l'amour pour soi, l'amour du divin, et l'amour du divin pour nous, et l'amour que l'on a pour le divin, pour le grand tout, pour la source, appelez les choses comme vous voulez. Lorsqu'on aura cet amour-là inconditionnel, ça sera un exemple pour pouvoir aimer l'autre. Parce qu'on sait qu'on a des limites, parce qu'on les reconnaît, parce qu'on sait se recentrer, on saura aimer l'autre qui est à l'extérieur de nous. Et donc, parce qu'on aura eu les limites, le sens de la mesure. Parce qu'on saura qui l'on est.
Parce que l'amour de soi, ça implique, ça nécessite la connaissance de soi. Donc j'en ai pas parlé. Je ferai évidemment des vidéos sur la connaissance de soi, ou des émissions plutôt sur la connaissance de soi. Donc c'est parce qu'on se connaîtra, qu'on s'estimera, qu'on va s'aimer. Voilà, tout ça, ça va ensemble en fait. Et c'est parce qu'on s'aime qu'on s'estime. Donc il y a une interrelation entre toutes ces notions, l'amour de soi, l'estime de soi, et je ne trouve pas l'autre. Mince alors, la confiance en soi, pardon. Voilà, tout ça, ça va ensemble. Mais c'est vrai, ce qui est originel vraiment, c'est l'amour de soi, mais l'amour de soi qui est cet amour, comme je vous le disais, du pour le monde, du divin, etc. Qui est vraiment l'amour originel. Voilà. Donc, tant que vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pouvez aimer les autres que mal. Malheureusement, je suis désolée de dire ça, mais c'est la réalité. Moi-même, j'ai aimé de cette manière, qui était cet amour que je pensais inconditionnel, et c'était le cas, mais je me trompais d'objet parce que j'aurais dû aimer inconditionnellement moi-même d'abord, c'est-à-dire moi-même en tant qu'être humain, dans cet amour dont j'ai parlé. Parce que c'est avec cet exemple que j'aurais ensuite pu trouver les limites de moi-même et donc aimer dans la communion avec l'autre et ne pas chercher la fusion. Parce que c'est cette erreur que l'on fait quand on ne s'aime pas soi-même, ou alors pour d'autres raisons aussi, on cherche la fusion avec l'autre. Mais c'est jamais possible, cette fusion avec l'autre. On ne peut pas fusionner avec l'autre parce qu'on a nos propres limites et l'autre a ses propres limites, et c'est très bien qu'on ait nos limites parce que c'est comme ça qu'on a notre individualité et qu'on est soi-même, qu'on a une identité et qu'on est une personne individuelle, un soi. Donc la fusion, c'est pas possible, hormis dans l'aspect physique des choses, dans une relation charnelle, une relation sexuelle, mais uniquement à certaines minutes, qui sont des minutes hors du temps, où on est vraiment, par exemple, dans l'extase, ou alors dans d'autres minutes où on est vraiment... mais non, dans le reste de la relation sexuelle, on est plutôt dans la communion. On donne, on reçoit, on communie avec l'autre, on est en communion. C'est-à-dire, la différence entre la communion et la fusion, c'est que dans la communion, on est deux personnes individuelles, de soi individuelles qui ont des limites, qui se donnent l'un à l'autre des choses et qui se donnent eux-mêmes, qui apprennent l'une de l'autre, qui déteignent l'une sur l'autre aussi, mais qui ne sont pas dans la fusion. Voilà, parce que la fusion, c'est vraiment lorsqu'il n'y a plus de limite entre soi et l'autre et soi. Voilà. Donc, je ferme la petite parenthèse. Donc, s'aimer soi-même permet d'aimer l'autre d'une manière saine. Alors, j'ai parlé déjà de la toxicité de ce lien un peu absolu, etc., que l'on a, un peu cette quête effrénée, le fait de se précipiter pour aimer l'autre, pour qu'il nous aime, parce que justement, on ne s'aime pas soi-même. Alors, c'est toxique, mais lorsqu'on rencontre un pervers narcissique, la toxicité de ce lien, vous voyez, le fait que on recherche chez l'autre, donc ce pervers narcissique, parce que dans une relation saine, comme je vous l'ai dit, effectivement, le lien est effectivement toxique, mais on peut en apprendre, c'est-à-dire que comme on est devant quelqu'un qui est sain
qui n'est pas pervers, on va pouvoir, donc on va relever, on va pouvoir se rendre compte qu'on ne s'aime pas soi-même. Et à ce moment-là, l'autre va pouvoir nous révéler, dans cette relation, on va pouvoir nous le révéler, on va pouvoir s'en rendre compte, même si c'est pas tout de suite, et en guérir. Pas forcément avec l'autre, mais je veux dire que comme on sera dans une relation saine, on pourra en guérir en faisant une thérapie, quelle qu'elle soit. On pourra en guérir. Tandis que dans une relation avec un pervers narcissique, imaginons donc, on est dans cette quête, on va se mettre à aimer l'autre, donc ce pervers narcissique, comme on voudrait qu'il nous aime, évidemment, celui-ci ne va pas nous aimer de cette manière et va même prendre un malin plaisir, en tant que pervers, à ne surtout pas nous aimer et à montrer cette faille narcissique que l'on a, du fait que l'on ne s'aime pas soi-même, et faire en sorte qu'on se dégoûte encore plus nous-mêmes. Donc non seulement il va révéler donc ce non-amour de soi, mais en le montrant comme un problème, comme étant le problème dans la relation. En faisant en sorte que justement soit occulté le fait que lui soit dans la perversion et qu'il nous oblige à ce lien pervers et donc à le fait d'être agressé, à cette agression continuelle, tout en détournant notre attention de réels problèmes qu'est la perversion, qui est beaucoup plus toxique. Donc la toxicité de notre lien, de cette quête éperdue, qui peut être toxique pour l'autre, pour le pervers narcissique, ne sera pas toxique parce qu'évidemment, le lien pervers est éminemment beaucoup plus toxique. Donc, il ne va pas en souffrir. Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est juste quelqu'un de sain qui en souffrira. Donc, dans ce lien pervers, le pervers narcissique va essayer de détourner notre attention en disant le problème c'est justement ça, c'est parce que toi, tu as un problème. Donc il ne va pas forcément dire que vous ne vous aimez pas vous-même, bon, parce que les pervers narcissiques sont de différentes manières, ils sont tous divers et variés, mais en fait, il dira en tout cas, ça c'est le point commun dans toutes les relations perverses avec un pervers narcissique et une personne saine, c'est que la personne saine se voit attribuer tous les défauts en disant et tout, la problématique de la relation. Donc, comme vous savez très bien au fond de vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous ne savez pas forcément que vous vous aimez pas vous-même, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui vous manque ou qu'il y a une problématique, puisqu'on en a tous de toute façon, mais vous ne savez pas laquelle, et donc lui va faire en sorte d'appuyer encore plus là où ça fait mal et d'aggraver les choses. Donc de culpabiliser, vous allez passer à martyriser, parce qu'en fait, il va faire en sorte de vous martyriser, c'est le cas. Donc quand vous rencontrez un pervers narcissique, si vous étiez un petit peu mal avant, ou si vous ne vous rendiez pas compte que vous étiez mal, c'est sûr qu'après, vous allez vous sentir encore plus mal. Sauf dans le cas, je vais bientôt fermer la parenthèse, sauf dans le cas où vous ne voulez absolument pas voir les choses, que vous êtes dans le déni, le summum du déni, et c'est le cas de beaucoup de personnes qui vont rester longtemps à ne pas vouloir voir que ce lien est toxique, que cette personne est toxique sur eux, donc évidemment, c'est leur corps qui va parler pour eux. Ils seront dans la maladie. Le mal va dire pour eux. C'est-à-dire leur corps va parler pour eux, parce qu'eux ne veulent pas le voir. Et ce sont des personnes qui vont rester 20 ans, 30 ans avec la même personne. Parce que vous avez des personnes qui restent, mais qui se rendent compte au bout d'un moment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est pas forcément le corps qui va parler. Mais lorsque d'autres personnes ne veulent absolument pas voir, et lorsqu'elles rencontrent des amis et d'autres personnes, diront non, tout va très bien dans ma relation, je suis parfaitement heureuse. Ou alors, bon, il y a des petits défauts, mais tout va bien.
Ou alors si on leur fait remarquer, par exemple, que le pervers narcissique, oui mais enfin tu vois pas quand même, tu te fais des réflexions, parfois tu t'en rends pas compte. Mais non, il fait ça parce que il a tel ou tel problème. Alors généralement, le pervers narcissique se débrouille pour se faire passer pour la victime. Donc on pense que non seulement on est la cause de tous les problèmes, mais qu'en plus, le pervers narcissique est une victime. Donc ces personnes-là sont encore plus dans le déni, parce qu'on les aura mises dans le déni, c'est-à-dire on se sera dit, bah, cette personne ne veut pas voir, c'est-à-dire le pervers narcissique, pardon, va se dire, parce qu'il voit très bien nos faiblesses, ah, cette personne est dans le déni, mais accentuer le déni encore plus. Donc faire en sorte que justement vous ne voyez pas les choses. Donc ce sont des personnes qui vont rester dans le déni très 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 longtemps et ne pas vouloir voir qu'elles sont avec un pervers narcissique. Donc là je ferme la parenthèse parce que j'en reparlerai plus tard dans d'autres vidéos. Donc on est tous dans ce cas quand on a été victime d'un pervers narcissique qu'on n'a pas voulu voir. Ça a duré plus ou moins longtemps. C'est pas parce que ça aura duré très longtemps et qu'on aura été longtemps dans le déni qu'on aura été nul, par exemple. Vous voyez, il faut pas se culpabiliser en se disant, voilà, j'ai pas vu ça pendant 20 ans, 30 ans, mais enfin, c'est pas possible, quel nul j'ai été. Non, parce que on a été ce qu'on a été. Et rappelez-vous, cette dernière émission est consacrée, cette dernière émission est bien consacrée à l'amour de soi. Donc, il faut pouvoir se pardonner ça. Se dire, ok, c'est vrai, j'ai pas vu, j'ai pas voulu voir. Tout mon moi, c'est-à-dire mon corps, mon psychisme, mon cœur, on a tous été aveugles, quoi. Toutes les parties de notre soi ont été aveugles. Bon, ben voilà, il faut pouvoir se le pardonner parce que si on a été aveugle, on a certainement des raisons. Et il peut y avoir eu énormément de dissimulation. On a des pervers qui dissimulent plus ou moins. Et il peut y avoir aussi le fait, c'est généralement 50-50, qu'on n'ait pas voulu voir. Mais si on n'a pas voulu voir, ça peut être aussi parce que on ne se sentait pas capable d'assumer. Après avoir passé toutes ces années, après avoir eu par exemple été engagé avec une personne dans une relation amoureuse, après lorsqu'il y a des enjeux au niveau financier, des enjeux au niveau matériel, lorsqu'il y a des enfants, etc., on se dit il y a trop à perdre. Et notre inconscient, notre psychisme veut peut-être faire barrière pour nous protéger. Dans les moments où justement, si on partait, si on s'en rendait compte, ça serait beaucoup trop dommageable. Et à ce moment-là, notre psychisme veut nous protéger. Et justement, on ne veut pas voir. Donc il ne faut pas se culpabiliser si on n'a pas voulu voir pendant 20 ans, 30 ans, et qu'on s'en rend compte une fois, par exemple, que nos enfants sont grands. Parce que justement, c'était pour nous protéger, pour le fait qu'on ne puisse pas s'en rendre compte au moment où c'était le plus dommageable, et pour nous, et pour, par exemple, les enfants, des choses, d'autres choses comme ça, vous voyez. Donc, il ne faut pas s'en vouloir pour ça, il faut vraiment se pardonner. Et l'amour de soi, c'est aussi se pardonner. Se dire, bon, bah, c'est vrai, ok, j'ai pas voulu voir, mais j'avais peut-être des raisons. En tout cas, même si je suis pas conscient ou consciente des raisons, il y avait des raisons. Et même si j'avais pas voulu voir et qu'il n'y avait aucune raison, et bien voilà, ça s'est passé comme ça. Vous voyez, il faut vraiment se pardonner. Comme si, alors si vous n'arrivez pas à vous pardonner vous-même de cette manière, imaginez que vous êtes votre meilleur ami et qu'il a fait quelque chose qu'il n'arrive pas à se pardonner lui-même. Et que vous... Parce que généralement, on arrive mieux à expliquer à quelqu'un d'autre ou à protéger ou à trouver les mots pour quelqu'un d'autre. Donc, à ce moment-là, mettez-vous à distance. Ça peut être une petite technique pour pouvoir
faire comme si vous étiez votre meilleur ami et que vous lui parliez. Donc, par exemple, admettons que vous vous appelez Martin et vous pouvez vous dire, bon ben moi je suis Victor, par exemple, je suis Victor, et puis parler à Martin. Et Martin serait vous-même, voilà. Ça peut être une manière de vous visualiser, déjà, visualisez-vous dans votre corps physique, etc., à un autre endroit, et comme si vous vous voyez de l'extérieur par les yeux d'un ami, qui serait Victor, par exemple, voilà. Ça peut être une des techniques. Donc se pardonner pour s'aimer soi-même, oui, se pardonner d'avoir été victime. Oui, d'accord, j'ai été victime 20 ans, 30 ans, 40 ans. Oui, d'accord, peut-être toute une vie. Alors on dit généralement toute une vie, mais enfin, vous savez, toute une vie, quand on se dit toute une vie, on n'a pas fini sa vie puisqu'on est encore vivant. Donc il nous reste du temps. Et on ne sait jamais combien de temps il va nous rester. Et en plus, ce n'est pas le nombre des années qui compte, c'est la qualité. Ce qu'on va apprendre, ce qu'on va vivre après. Donc vous voyez, même si on est à la fin de sa vie, mettons, même si on va mourir demain, qu'on ne le sait pas, ou même si on le sait, par exemple parce que on a une maladie grave et qu'on sait que nos jours sont comptés, par exemple. Eh bien, qui sait ce qu'on peut accomplir en une journée ou en un instant? Parce que les prises de conscience, souvent, c'est des déclics. Donc ça peut se faire comme ça, là, voilà, dans la minute. Donc, en fait, il ne faut pas voir la vie comme quelque chose, enfin, de manière conventionnelle, en se disant, voilà, j'ai passé toute une vie où j'ai perdu ma vie, où j'ai donné ma vie, où j'ai donné ma jeunesse, pour, par exemple, un enfant qui est pervers narcissique maintenant envers moi, ou qu'il a été, ou un mari, ou une conjointe, vous voyez, ou un ami, un frère. Parce que faut pas avoir les choses dans une vie en se disant j'ai donné ma vie. Non, vous avez donné une partie de votre temps, mais il vaut mieux voir la vie comme une expérience, parce que vous avez eu d'autres expériences avant cette personne qui vous a fait du mal, ce pervers narcissique. Vous avez eu d'autres expériences, donc en fait vous n'avez pas donné votre vie à une personne, vous voyez ce que je veux dire. Donc il ne faut pas voir les choses de manière dramatique, parce qu'en dramatisant, on se persuade soi-même, on se conforte dans l'idée à chaque fois qu'on le raconte de cette manière, ou qu'on se dit mon Dieu c'est dramatique, mon Dieu j'ai donné ma vie, mon Dieu j'ai donné 30 ans, mon Dieu j'ai donné 10 ans, 5 ans, toute ma vie, on dramatise et on ne voit pas de porte de sortie, donc on tourne en rond dans ses idées, donc évidemment on ne s'autorise même pas à sortir de tout ça. Donc pour s'autoriser à sortir, il faut pouvoir changer de représentation de sa propre vie et ne pas la voir comme quelque chose de fini, comme quelque chose de temporel, avec de manière conventionnelle, en se disant une vie, c'est par exemple une vie de mariage, comme ça l'était par exemple auparavant, puisque maintenant c'est un peu différent, mais avoir une vision de la vie, mince, je ne trouve pas le mot, je trouve pas. Voilà, d'une manière temporelle, avec un début, une fin, et de manière séquentielle, vous voyez, avec en se disant qu'on passe toute notre vie avec quelqu'un, avec un conjoint, etc. Et puis se dire, voilà, maintenant j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, j'ai 70 ans, j'ai 80 ans, ma vie elle est derrière moi. Non, votre vie n'est jamais derrière vous. Vous êtes vivant. Votre vie, elle est toujours au présent. Donc c'est vrai que quand on change de représentation par rapport à la vie, par rapport à une vie terrestre, en cessant tout rapport avec le conventionnel et avec tout ce que vous avez appris, dans toutes ces choses apprises, toutes ces valeurs apprises et toutes ces schèmes de pensée, ces façons de penser le monde, de penser la vie, de se penser soi-même,
ou de penser nos propres valeurs, il faut complètement couper avec tout ça. Il vaut mieux, quand vous allez retrouver votre moi profond, il faut couper avec toutes ces valeurs-là, toutes ces choses, toutes ces représentations, et aller chercher vos propres valeurs à vous, pas celles qu'on vous a imposées dans l'éducation, dans la famille, celles qui vous ont été transmises, mais vous dire, mais moi, qu'est-ce que je pense, moi, de la vie? Et vous allez vous rendre compte que vous n'aurez pas forcément ces idées-là. Mais moi, je pense que tout est possible. Voilà. Parce qu'en réalité, tout est possible, à tout moment. Tant que vous n'êtes pas mort, déjà, vous pouvez accomplir des choses dans cette vie terrestre. Vous êtes vivant. Quand bien même vous auriez des fonctions qui seraient altérées, que ce soit par l'âge, que ce soit par la maladie, vous êtes vivant, vous êtes là. Et comme je vous l'ai dit, tout peut toujours changer en 1 minute, même en moins d'1 minute. Puisque les prises de conscience, c'est très rapide. Et puis, de toute façon, on ne peut jamais arriver à quelque chose d'abouti. On est toujours dans l'inachevé. On n'en a jamais fini. C'est pour ça que ces idées sont des idées erronées. Lorsqu'on se dit, oh ben c'est terminé pour moi maintenant, par exemple, plus personne ne m'aimera, ou rester dans l'idée et tourner en rond dans ces idées en se disant, je suis encore en colère et je ne peux pas oublier parce que quand même j'ai perdu 40 ans de ma vie, j'ai été trompée, j'ai donné tout cet amour et alors que on ne m'aimait pas en retour et je m'en rends compte et je suis en colère. Donc ça c'est la première partie du deuil, la colère, mais il faut pouvoir passer à autre chose, pouvoir sortir de tout ça et avoir une autre représentation de sa vie, de se dire ok, j'y ai passé 30 ans, 40 ans, mais maintenant je passe à autre chose. Parce que tout est toujours possible. Voilà. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Donc, est-ce que j'ai répondu à la question comment on sait qu'on s'aime? Si je peux résumer, on sait qu'on s'aime parce que on se respecte dans toutes les fonctions de notre vie, que ce soit dans notre corps, psychiquement, par rapport à nos besoins, qu'on puisse avoir nos besoins qui soient comblés, parce que vous l'avez remarqué avec un pervers narcissique, nos besoins sont mis de côté, il faut toujours penser à lui. À lui, je parle du pervers narcissique, que ce soit un homme ou une femme, et voilà, nos besoins, en fait, on les met de côté. Donc si vous respectez vos besoins, c'est que vous vous aimez. Si vous vous octroyez des moments de repos, si vous savez dire non à l'extérieur, parce que vous avez vos propres priorités, c'est que vous vous aimez vous-même assez pour vous sécuriser et trouver cet amour originel en vous et que vous êtes en voie en tout cas de retrouver votre mère originelle ou la construire vous-même ou alors vous l'avez déjà construite. Voilà comment on sait qu'on s'aime soi-même. Alors voici terminé, je pense que je vais m'arrêter là. La 5e émission sur l'amour de soi. Alors, il est vrai que je n'ai pas parlé de la rencontre avec soi, la rencontre avec l'autre, en rapport avec la phrase de Lévinas, parce que je vais plutôt faire une vidéo complètement titrée différemment, c'est-à-dire que ce ne sera pas une 6e émission sur l'amour de soi, mais ça sera quelque chose, une vidéo indépendante sur la rencontre avec soi et avec l'autre, qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les enjeux, etc. Et puis il y aura aussi d'autres vidéos, donc là je vous parle des thèmes qui vont être travaillés, donc sur la confiance en soi et l'estime de soi,
sur le deuil blanc, puisque le deuil blanc, donc c'est le deuil spécifique, hein, quand on a aimé un pervers narcissique, le deuil qu'on a à faire de la relation, il est un peu différent des autres deuils de relations saines. Voilà, ces liens toxiques nécessitent une autre sorte de deuil. Donc, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et puis, est-ce qu'il y avait aussi autre chose? Alors, je ne me rappelle plus. J'ai travaillé aussi une autre vidéo, mais je ne sais plus encore quel titre je vais donner. Ensuite, je compte aussi répondre à des questions sur comment trouver la force pour des personnes qui ont vraiment du mal à s'en sortir et de ce cercle vicieux en fait, et à pas trouver de porte de sortie après une agression perverse, ou trouver cette force. Donc ça sera l'objet aussi d'une la force pour s'en sortir et puis pour s'aimer soi-même et puis recommencer à vivre en fait, hein, tout simplement. Donc ça sera l'objet d'une autre vidéo. Ensuite, il y a aussi une vidéo que je pense à faire, c'est l'influence de la perversion narcissique, donc d'une agression perverse narcissique sur le corps des personnes qui sont victimes, parce que ça on me l'a beaucoup demandé. Donc je vais le travailler. Et puis une autre vidéo, donc j'ai pas le titre encore, pour là qui est vraiment la charnière, le déclic, le grand tournant dans le travail sur soi pour vraiment sortir de la relation perverse narcissique, c'est-à-dire une fois qu'on est sorti de l'emprise, qu'on travaille sur soi, comment faire en sorte de vraiment s'en sortir et passer à toute autre chose. Voilà. Et puis après, il y aura évidemment les techniques avec la posture. Ah ben voilà, c'est ce qui était en chantier justement, avec la posture à trouver, les différentes postures, ou la posture, les différents positionnements, je voulais dire, ou la posture pour justement être hors de prise dans toutes les relations toxiques qu'on pourra trouver, dans toutes les personnes qui seront toxiques. Comment faire en sorte de ne plus être exposable. Voilà, parce que les personnes qui ont été victimes souvent sont des personnes qui s'exposent beaucoup sans s'en rendre compte, en donnant tout, en se montrant, en ne laissant aucune part au mystère, c'est-à-dire en montrant